Donc, dans cette vidéo, nous allons lire l'œuvre d'Antigone, la pièce de théâtre d'Antigone. C'est la première partie de cette lecture qui sera consacrée à la lecture du prologue. Donc, les personnages de l'œuvre. Nous avons Antigone, fille d'Œdipe, c'est le personnage principal, c'est le titre. Donc c'est un titre éponyme, c'est le personnage principal, mais aussi c'est le titre de la pièce de théâtre. Nous avons Créon qui est le roi de Thèbes, nous avons Aimant, fils de Créon, nous avons Ismène, la fille d'Œdipe, nous avons le cœur, la nourrice, le messager, le garde, ou bien les gardes, et nous avons enfin le prologue. Donc le décor. Donc c'est un décor où l'histoire va se passer, ou bien la pièce va se jouer. Donc nous avons un décor neutre, trois portes semblables. Donc voilà le cadre, on va dire l'espace dramatique. Nous avons un décor neutre. Donc c'est tout à fait relatif au genre de la pièce qui est une tragédie moderne. C'est-à-dire que on aimerait que les événements, même si les personnages sont des personnages appartenant à l'Antiquité gréco-romaine, donc même malgré tout ça, donc on considère que les événements qui vont se dérouler, c'est comme si ça se passe aujourd'hui, dans notre époque. Donc c'est pourquoi on a laissé au lecteur et on a laissé au public d'imaginer, de voir d'avoir sa propre conception du décor. Nous avons trois portes semblables, peut-être parce que à la fin nous avons la mort de trois personnages, comme va le dire le prologue. Donc nous avons au lever du rideau, lorsque le rideau va se lever, nous avons tous les personnages qui sont sur scène. Il y en a des personnages qui bavardent, ils bavardent. On a un seul personnage qui tricote, qui fabrique un tricot. Et nous avons quelques personnages qui jouent aux cartes. Le prologue se détache de l'ensemble de ces personnages et s'avance vers le public afin de parler. Donc nous allons lire la réplique du prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc voilà, dès le départ, on apprend que voilà, c'est Antigone, elle est petite, elle est maigre, donc nous avons la description physique, mais nous avons également une information qui est très importante, c'est qu'elle va mourir à la fin de l'histoire, et c'est qu'elle va affronter, donc au niveau des attitudes, donc elle va affronter le roi, qui est bien sûr son oncle, à savoir Créon. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde. Donc nous avons la présentation de Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, donc Ismène, la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant. Donc elle parle à Aimant, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse, donc il partage avec Ismène le goût de la danse, des jeux, son goût du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle que Antigone. Et puis, un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, c'est-à-dire Aimant, il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir où Ismène avait été éblouissante, très ravissante, très jolie, dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone, il est parti chercher Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris
pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et lui a dit oui, c'est-à-dire elle a accepté sa proposition au mariage avec un petit sourire triste. L'orchestre, c'est-à-dire dans le bal, donc le bal où il a demandé sa main, donc l'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant lui, aimant, c'est-à-dire aimant, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir, c'est-à-dire Antigone est née uniquement pour mourir, et elle n'a pas le droit de se marier, donc elle va mourir avant de se marier. Cet homme robuste, donc là, on remarque très bien que le prologue, il est en train de présenter personnage par personnage parmi donc, les personnages qui se trouvent sur scène. Donc cet homme, donc il passe maintenant, c'est le tour de Créon. Cet homme robuste, il est fort, aux cheveux blancs, donc il est un petit peu vieux, il est âgé, qui médite là-bas. Il pense également, près de 100 pages. C'est Créon, donc c'est le roi. C'est le roi, il a des rides, il est fatigué, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, c'est-à-dire autrefois, il y a longtemps, du temps d'Œdipe, lorsque Œdipe était roi, Créon, il n'était que le premier personnage de la cour. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame, donc maintenant c'est le tour de la vieille dame, donc en parlant de Eurydice, la mère de Aimant et la femme de Créon. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Donc voilà, le deuxième personnage qui va mourir à la fin de l'histoire. Donc le prologue nous informe dès le début que voilà, ces personnages, voilà ce qu'ils vont faire. Il va demander sa main pour Créon, Antigone va mourir. Maintenant, pardon, pour Aimant, Antigone va mourir. Maintenant, il nous informe également que Eurydice va également mourir à la fin de l'histoire. Donc dès le départ, il nous informe que voilà les personnages qui vont mourir. Et d'ailleurs, on le sait parce que on sait que Antigone c'est une tragédie, donc on comprend facilement qu'à la fin nous avons la mort du personnage principal et de certains et d'autres personnages. Elle est bonne, digne, aimante, donc la description morale de Eurydice, elle ne lui est d'aucun secours, elle ne va pas aider Créon. Créon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve, adossé au mur, solitaire, c'est le messager, c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres, il sait déjà. Donc c'est le messager, donc il est seul, il ne parle pas parce que il sait qu'il y en a certains personnages qui vont mourir et qu'il va apporter une mauvaise nouvelle à la fin de la pièce. Enfin, les trois hommes, Rougeau, donc nous avons trois hommes, Rougeau, qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque. Ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront, les accusés le plus tranquillement du monde. Tout à l'heure, ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. C'est-à-dire ce ne sont pas des personnages qui appartiennent à la classe sociale de la noblesse. Ce sont des personnages de basse société. De vin rouge. Et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice,
Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Voilà, donc c'est la présentation des personnages de l'œuvre. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du prologue. Donc, c'est la partie où le prologue va situer l'action. Et maintenant que vous les connaissez tous, il continue à parler. Donc, le prologue, c'est la réplique, la tirade du prologue. Ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils de Dipe, Éthéocle et Polynice, donc on a déjà fait la présentation de ces personnages lors de la précédente vidéo, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, c'est-à-dire les deux frères, après la mort de Dipe, les deux frères se sont entretués, les deux frères sont morts, sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme. Donc pourquoi ils se sont entretués? Parce que tout simplement, après la mort de Dipe, les deux frères, ils ont fait un accord, c'est que chacun va régner un an à tour de rôle. À la fin de la première année du règne d'Éthéocle, qui est l'aîné, donc au terme de la première année de pouvoir, eh bien, Éthéocle a refusé de céder la place à son frère. Donc, Polynice a décidé de se révolter. Il a demandé l'aide à 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause, ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Donc, il a décidé d'attaquer la ville. Donc, et comme ça, il allait mettre la ville en danger. Maintenant, la ville est sauvée. Il n'est pas tombé dans les mains de ces 7 grands princes. Les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, donc il est devenu roi, puisque les deux princes sont morts, a ordonné que à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, donc de grandioses funérailles. Donc on va lui faire des funérailles, un enterrement, comme il le faut, digne d'un héros. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, donc le traître parce qu'il a mis la ville en danger, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, c'est-à-dire sans tombe. Il ne va pas être enterré, et comme ça son corps va être la proie des corbeaux et des chacals. Donc c'est-à-dire son corps ne va pas être enterré. Euh, Pourquoi? Donc tout simplement parce que on va le punir ainsi. C'est-à-dire lorsque le corps n'est pas enterré, eh bien on pensait que son âme allait errer dans le ciel et jamais ne retrouver le repos. Donc il a également fait une loi qui est très importante, c'est n'importe quiconque osera, c'est-à-dire n'importe qui va lui rendre les devoirs funèbres, c'est-à-dire n'importe qui va essayer d'enterrer Polynice sera impitoyablement puni de mort. Voilà. Donc, Éthéocle est enterré de façon grandiose, c'est des funérailles, un enterrement, comme il le faut. Par contre, Polynice, elle est punie. Son corps ne va pas être enterré, son âme ne va jamais trouver le repos et monter dans le paradis. Ainsi, n'importe qui oserait, c'est-à-dire quiconque essayera d'enterrer Polynice, va être puni de mort. Donc voilà l'ensemble de la tirade du prologue. Donc on va passer maintenant à une récapitulation de tout ce qu'on vient de lire. Donc on peut dire que ce prologue nous présente, donc il a rempli ces deux fonctions, donc il a deux fonctions. Donc la présentation, donc la fonction de présenter les personnages. Donc ce tableau nous récapitule un petit peu l'ensemble. Donc les personnages, nous avons Antigone, portrait physique, portrait moral, maigre, petite, noiraude, jeune. Portrait moral, elle est seule, renfermée, elle aime la vie, même si elle va mourir. Elle est seule en face de tous. Oui, parce que, comme on va le voir lorsqu'on va lire les scènes de la pièce, eh bien, la pièce progresse par un ensemble de face à face. Antigone est face donc à tout le monde.
Sur scène, donc lorsque le prologue était en train de présenter les personnages, eh bien, il a présenté Antigone comme quoi elle regarde droit devant elle, elle est assise, ses bras entourant ses genoux. Pour Ismène, elle est blonde, belle, sensuelle, éblouissante, heureuse, elle aime la danse, les jeux, elle rit. C'est tout à fait le portrait, euh, c'est tout à fait le contraire d'Antigone. Sur scène, elle bavardait, elle riait avec un jeune homme. Ce jeune homme, c'était donc aimant, qui aime la danse et les jeux, heureux, attiré par la beauté d'Ismène. Donc sur scène, il bavardait avec Ismène. Créant, robuste, cheveux blonds, il est âgé, ridé, il est fatigué de conduire les hommes, il a le sens de la responsabilité, il est seul. Donc sur scène, au moment de la présentation, il était en train de penser, de méditer. Eurydice, c'est une vieille femme, elle est bonne, digne, aimante. Sur scène, elle est en train de tricoter. La nourrice, nous n'avons aucune présentation pour ce personnage. Le messager, il est pâle, il n'a pas envie de bavarder. Donc sur scène, il était en train de rêver, adossé au mur. Il était solitaire. Pour les gardes, ce sont des personnes rougeaudes, chapeau sur la nuque. Ce sont des personnages innocents et satisfaits d'eux-mêmes. Sur scène, au moment de la présentation, ils étaient en train de jouer aux cartes. Donc voilà, donc c'est le tableau qui récapitule la présentation que le prologue a faite de ces personnages. Deuxième fonction, c'est la fonction, on va dire, c'est que le prologue nous a situé l'action. Donc, nous avons un ensemble, on va citer un ensemble d'événements qui répondent à l'ordre chronologique et que après ces événements, la pièce va commencer. Après la mort d'Oedipe, les deux frères se disputent le trône. C'est un ensemble d'informations qu'on vient de recueillir de la tirade du prologue. Polynice et Théocle font un accord. Donc, quel est cet accord? C'est régner un an chacun de façon alternative, c'est-à-dire à tour de rôle. À la fin de la première année du règne, Éthéocle refuse de céder le trône pour son frère. Polynice demande l'aide à sept grands princes afin d'encercler Thèbes et de se révolter contre son frère. Ainsi, il va mettre la ville en danger. Les deux frères se sont entretués, ils sont morts. Éthéocle est considéré comme un héros de la ville, alors on lui a fait des funérailles grandioses. Créon est devenu roi pour instaurer l'ordre dans le royaume au lendemain d'une révolution ratée. Eh bien, Créon, il décrète une loi, il a fait une loi. Polynice, qui est considéré comme un traître, son corps ne sera pas enterré, son âme ne devrait jamais trouver le repos. Ainsi, n'importe quiconque essayera de l'enterrer sera puni de mort. Donc, la deuxième partie du prologue, ou bien la deuxième fonction du prologue, a pour but de nous situer l'action. Voilà ce qui s'est passé juste avant le début de la pièce. Dans la vidéo précédente, nous avons compris qu'une pièce de théâtre se déroule en une journée. Donc, voilà ce qui s'est passé juste avant cette journée. Donc, on peut comprendre que la pièce commence juste lorsque Éthéocle a été enterré. Par contre, Polynice est laissé sans tombe, sans enterrement. On a laissé son corps en plein air, donc une proie pour les corbeaux et les chacals. Donc voilà, juste après, donc c'est au lendemain de cette décision, c'est au lendemain de cette on va dire de cette loi. Voilà, donc on peut comprendre que la pièce commence juste après l'application de la loi que Créon a décrété. Donc voilà, c'est la fin. Donc c'était aujourd'hui question de la lecture du prologue. Donc la prochaine fois, ça sera la deuxième partie de la lecture de la pièce. On va commencer à lire les scènes de cette pièce. À la prochaine.